Good afternoon, and welcome to you all and to our audience back home. We are here today for the third event of the series Women in Urbanism from Challenge to Change. During today's talk, we will discuss with you the persisting problem of women in our streets that are invisibilized despite their undeniable presence. Starting from the challenges you all encounter on a daily basis in your organizations, we want to see in which way change could be achieved and how your experiences could end up shaping urban design and policies. Now, again, we're in Brussels, so we will switch between English and French. En voor zij die ons volgen via de livestream, weet dat op het einde van deze event cycle alle opnames van de gesprekken online zullen verschijnen, inclusief ondertiteling in het Nederlands. Good afternoon, Tordileka. We are happy to have you here. Sharing your insights as a community-based social worker at UTSOPI, which is the Union of Organized Sex Workers for Independence, and it's within that organization that you are the migration project leader, which in fact allows you to have quite an interesting and revealing intersectional perspective on the way women in our cities get invisibilized. So again, welcome Thor. Bonjour Maggie Kulu. Également ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes politologue et juriste de formation, responsable de projets européens pour le plan national contre le racisme en Belgique, et en tant qu'afroféministe et fondatrice du Dadas Club, vous vous engagez aussi dans le développement personnel et professionnel des femmes victimes de multiples discriminations. C'est ça. Bienvenue. Merci. Maggie. Merci pour l'invitation. And last but not least, Awatif Majid, or is it Magid? Majid. Majid. Vous êtes active à Bruxelles, mais née à Düsseldorf. Passée par l'interprétariat et l'entrepreneuriat, avant de fonder Job Dignity, qui est une association qui se présente comme un incubateur de projets pour les femmes sans abri, afin de leur permettre de créer un projet professionnel ou de retrouver un emploi. Un des spin-offs de votre organisation, de l'incubateur, est l'organisation Food Dignity, une banque alimentaire, très très intéressant, by the way, et bienvenue à Watif. Nous étions très très enthousiaste en fait quand vous aviez accepté l'invitation de rejoindre cette conversation autour de la femme dans l'espace public, et en particulier parce que toutes les trois vous partagez cette approche intersectionnelle. En fait, vos organisations sont par définition intersectionnelles. À Watif, quand on parle de l'invisibilisation des femmes dans l'espace urbain, de quelle manière est-ce que dans vos activités, vous constatez que les femmes sont marginalisées, qu'elles sont rendues invisibles malgré leur présence et malgré leur contribution. Et je vous rappelle que votre challenge est de vous exprimer en exactement 5 minutes. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, oui, on constate ça tous les jours, surtout avec l'arrivée du Covid et la recrudescence et les demandes que nous recevons quotidiennement de personnes précarisées, que effectivement il y a énormément de femmes sans abri, invisibilisées. Alors quand on entend par le sens invisibilisées, ce sont des femmes qu'on retrouve souvent, je ne vais pas dire évidemment grimées, mais en tous les cas, ce sont des femmes qui font un travail sur elles pour effacer ce côté, on va dire, sans abri. Donc, ce sont des femmes, en fait, comme vous, comme nous toutes ici. On pourrait pas s'imaginer que c'est des personnes sans abri. Et donc, ces femmes-là, effectivement, il y a une violence
institutionnelle, déjà pour commencer. Il y a un manque cruel d'espace en non-mixité pour permettre à ces femmes justement de s'exprimer, de se développer, de se reconstruire dans des espaces spécialement constitués pour elles, pensés pour elles et avec elles. Donc voilà, cette invisibilisation, effectivement, aujourd'hui, il faut rendre hommage quand même à certaines associations, beaucoup même d'associations de travailleurs sociaux qui militent tous les jours et qui font un travail de fond, d'accompagnement pour essayer justement d'apporter un soutien, mais pas que, d'aider ces femmes à sortir de la rue, moyennant un travail, moyennant un accompagnement pour rechercher un emploi, un logement. Donc voilà, en gros, l'invisibilisation de la femme sans abri existe malheureusement, mais il y a un travail qui est fait quand même pour aller vers des jours meilleurs. Je ne dirais pas au niveau politique, parce que la politique et nos gouvernements sont souvent dans l'urgence, gèrent plutôt l'urgence, alors même que nous aurions besoin, ces femmes ont besoin, et c'est ce qu'elles demandent, donc des solutions durables, notamment en termes de logement. Et de quelle manière, parce que vous dites que cette violence est institutionnalisée, est-ce que vous pouvez élaborer un peu Alors, ce sont des questions plutôt techniques, des réponses techniques à apporter. J'en ai malheureusement pas les compétences, mais pour le vulgariser à peu près de ce que moi j'ai pu comprendre, parce que je ne suis pas du milieu associatif, et donc j'ai un petit peu appris et eu des connaissances comme ça sur le tard. Mais l'institutionnalisation, en tous les cas, la violence, moi je vais parler déjà de notre propre cas à nous, qui est Job Dignity, donc qui est un incubateur pour des femmes sans abri, qui a quand même vu le jour il y a plus de 10 ans et qui n'est pas du tout soutenu par les pouvoirs publics, par des subventions structurelles. Donc moi personnellement, avec d'autres bénévoles, nous avons dû nous battre pour garder la tête hors de l'eau. Ça a été très difficile, mais déjà ça est pour moi donc une violence institutionnelle. C'est un manque de reconnaissance. Honnêtement, je n'ai pas de réponse par rapport à la reconnaissance, puisque nous sommes quand même connus. On sait le travail que nous menons de terrain, dans le terrain, mais sur le terrain, mais c'est plusieurs facteurs. C'est un peu compliqué. Ça demande vraiment une étude précise pour essayer de comprendre pourquoi, après 4 gouvernements, Job Dignity n'a jamais pu obtenir de subvention. Voilà. Ça, pour moi, c'est une violence institutionnelle à l'égard des femmes sans abri qui rejoignent quand même l'incubateur par elles-mêmes. Il n'y a pas une publicité qui est faite en extérieur pour ramener ces femmes vers l'incubateur. C'est elles qui viennent de leur propre initiative pour créer leur projet, pour être encadrées, pour leur trouver un emploi. Mais évidemment, tout cela demande quand même de l'effectif. Donc c'est très compliqué de pouvoir être au four et au moulin en même temps. Tout le monde le sait et personne ne pourra le contredire. Donc dans chaque association qui se respecte, il est important d'avoir de l'effectif. Donc qui n'est pas notre cas malheureusement. Et donc je vous remercie de m'avoir invité. Ça me permet, voilà, de pouvoir en parler. Vous m'avez tendu la perche et je trouve que je voulais pas manquer cette occasion de vous parler de cette violence institutionnelle qui est reconnue de la part de nos pairs. Hein. Donc c'est de la part d'organisations partenaires que nous avons à peu près compris le mode de fonctionnement de l'octroi des subventions. Ok, merci Awatif. J'ai bien noté que cette violence institutionnelle n'est pas uniquement une invisibilisation des femmes sans abri, mais également des structures qui essayent ou plutôt les acteurs sur le terrain qui essayent d'apporter un support, un soutien à ces femmes-là. Mais j'ai également noté autre chose très intéressant, c'est cette manque d'espace en non-mixité, une sorte de safe space. Et
Maggie, ça touche un peu à ce que vous faites quotidiennement, car les femmes invisibilisées, par définition, sont les acteurs prioritaires de vos activités. Est-ce que vous pouvez peut-être, comme Awatif, partager avec nous les plus grands chantiers, les plus grands défis que vous avez identifiés dans votre parcours? Bien sûr. En fait, pour parler de cette invisibilisation, pour moi, il faut nécessairement retourner en arrière et donc revenir sur l'histoire de nos institutions, l'histoire de nos rues, l'histoire de notre pays, qui est fondée sur le patriarcat. Il faut savoir qu'en fait, la question de l'invisibilisation aujourd'hui des femmes est intrinsèquement liée d'un point de vue juridique et politique à la citoyenneté des femmes. C'est-à-dire que d'un point de vue historique, les femmes n'avaient pas de citoyenneté, c'est-à-dire qu'elles étaient uniquement reléguées au plan privé et devaient rester au rang de ménagères ou d'épouses et n'acquéraient cette citoyenneté qu'à travers le mariage notamment. Et nous, ici en Belgique, les femmes, nous n'avons acquis cette citoyenneté qu'après 1846, quand le droit de vote a été possible pour les femmes. Mais encore, malgré ça, toutes les femmes n'ont pas pu avoir cette citoyenneté et cette représentation descriptive, c'est-à-dire pouvoir exister au sein des institutions, parce que malgré le fait qu'elles avaient le droit de vote, les institutions n'étaient pas conçues de manière telle qu'elles pouvaient avoir un boulot facilement. Et il a fallu créer des lois, comme la loi Smet-Toback de 1994, pour créer des quotas et obliger les entreprises, mais aussi les lois électorales, les listes électorales, à avoir un quota de 50% en matière de femmes et d'hommes. Mais on constate aujourd'hui que malgré cette loi, il y a encore une sous-représentation des femmes, d'une part, et une sous-représentation encore plus des femmes victimes de discriminations multiples. Et ça, c'est parce que les lois ne sont pas faites pour les femmes. Et la société n'a pas été construite pour les femmes. Une chose qu'il faut aussi souligner, c'est que par exemple, en Belgique, dans nos rues, à Bruxelles particulièrement, seulement 6% des noms de rues sont des noms de femmes. Et ça, c'est extrêmement grave et ça nous montre à quel point, en fait, les femmes sont invisibilisées et à quel point les rues et l'espace public, dans le sens large, n'a pas été conçu pour les femmes. Et encore moins pour les femmes victimes de discriminations multiples et les femmes se trouvant à l'intersection de plusieurs axes de domination. Quand on parle par exemple des femmes racisées, comme les femmes noires ou les femmes voilées, quand on parle des femmes à mobilité réduite, comme les femmes handicapées ou même les mamans avec leurs poussettes, on constate tous les jours que les rues ne sont pas faites pour ces femmes. C'est extrêmement difficile ici de se mouvoir en tant que femme à mobilité réduite. Les choses commencent à changer, mais pas suffisamment vite. Ce qui invisibilise ces femmes, parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, elles ne se sentent pas à même d'aller pleinement en sécurité et de manière libre dans ces rues. Et ça, c'est un des premiers défis que je peux relever. Oh my God, où commencer? Maggie, merci beaucoup. Thor, this makes it a bit complicated for you to even add more problems you have identified, because if I understood well Maggie, she's trying to explain to us that it's almost evident that women who are fragilized on a socio-economic level are invisibilized because our cities, as they have been built by men for men and with men, still didn't or still do not accept the reality of women as citizens with an entire fully right of representation and participation. Because if I understood you well, women did not have a full respected place in society before the Second World War. Yeah. Which, your years of experiences and exchanges with all the stakeholders within your organization, it could be
I think also easy for you to point out which are the biggest obstacles for the women in cities. Could you again, in not more than 5 minutes, elaborate on that? Yeah, I'll try. Yeah, for sex workers, it's a bit of a paradox because, for example, for street sex work, it's these women, these people are very present in public space, for example, but at the same time they completely represent the invisibilized. So this kind of dichotomy is very interesting because they are subject of their work and of their activity and just by their presence in the street. But they're never really subject of like political decisions or these kind of things. So yeah, the process of invisibilization of sex workers is going kind of very far away from basically from the whore stigmata, which is the stigmata of just doing this activity and who is basically undermining the capacity of the person to choose for themselves and to imply that this activity is not respectful and therefore that the person is not able to make the proper choice for herself because the activity is just perceived as horrible and yeah. So as far as we have this kind of mentality about sex work and about sex worker, I feel like this the political power will not be given to them. And yeah, so this stigmata, this very deep and historical stigmata is nowadays influencing the policymakers, and that's also why sex workers have no professional status. But it's going to change slowly here in Belgium. Utopie is working very hard for decriminalization, so it's very good. But yeah, the question of visibilization also in the media for sex work is very interesting because sex workers had been the subject of a lot of political quarrels. So it feels like they are visible because a lot of feminists also talk about them, but they are not concerned about the profession, for example. But they would talk for themselves, they would talk for sex workers, and they would impose a victimhood that the sex workers themselves don't want and never choose, and they don't use those kind of words. So here again, it's kind of tricky because it feels like they are visible and that the subject is on the table, but it's absolutely not the case. So there's the main challenge about how to visibilize more sex workers is really to be organized between us and to give more political power to sex workers-led organization. And yeah, it's always the same slogan, always the same motto, but nothing about us without us. It's yeah. Yeah, I've seen that on your website, and I was intrigued because that is fully the vision, but also the mission of Women in Urbanism. It's by women and with women and for women, and trying to sort of move away from this eternal victimhood in discourses, because that's what I have, or the way I summarize your talk. Sex workers are visible in discourses, whether it's in policy or in broader media, but as a supposed victim or as victim, but never as professional actors. And that it's the federation of sex workers that would lead to more representation and in the end participation. Was also quite intriguing
is that following what Maggie said, this restricted citizenship that you were talking about before women got the right to vote in Belgium, sex workers also have that restricted citizenship, or they're restricted in their identity because they are visible, because you were talking about them being the subject of their work out there in our streets, but not subjects of policy decisions. This undermines their ability to choose for themselves, to assume their professional status. Quite interesting. These are problems you encounter or problems you have defined in your activities. If we would now try to address the ways to change things, Awatif, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour remédier aux problèmes dont on parle maintenant pour les femmes en question, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres solutions que vous avez vues ailleurs, des best practices que vous souhaitez partager avec nous ici aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne Job Dignity, nous avons d'abord posé les bases, c'est-à-dire essayer de comprendre, je dis bien essayer de comprendre, qu'est-ce qui a amené les femmes à se retrouver à la rue et de surcroît invisibilisées. Donc tout ça a fait l'objet d'un long travail. Et pour faire assez court, nous de notre côté, on a pensé à créer un incubateur en collaboration avec les femmes sans abri, parce que forcément créer un incubateur et que l'offre ne rencontre pas de demande, c'est un travail inutile. Donc le travail a été fait conjointement avec les personnes sans abri en 2008-2009. Et puis la question s'est immédiatement et naturellement posée. Les femmes souhaitaient majoritairement travailler, donc déjà pour pallier à l'ennui, parce qu'il faut quand même savoir que quand on est à la rue, c'est une routine insupportable, que ces femmes supportent avec je dis entre guillemets bien sûr, supporter avec une sagesse incroyable. Donc nous avons mis ce projet en place et ce projet est structuré de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité au sein de cet incubateur donc de créer des projets, d'accompagner donc un incubateur de base, donc accompagner ces personnes dans leurs projets respectifs, et d'autre part les accompagner dans une formation courte, donc dans plus ou moins 3 mois, dans différents secteurs qui sont donc des projets connexes de l'incubateur général Job Dignity. Ça, c'est en tant que citoyen ce que nous pouvons apporter. Mais je pense que la solution n'est pas forcément là. La solution, il faut un consortium d'associations. Il faut éventuellement que les associations qui font un travail formidable puissent amalgamer leurs compétences et voir éventuellement entre les politiques, les pouvoirs publics et les citoyens, que pouvons-nous faire pour répondre à une toute simple question finalement. Les gens veulent simplement avoir un chez eux, un toit sous la tête. Donc ce travail-là n'est en soi pas compliqué, il est rendu compliqué, c'est une énigme, le pourquoi. On a quelques idées, mais voilà, ça reste à travailler, il y a des recherches à faire parce que les budgets sont là. Il faut quand même savoir que le sans-abrisme, ça a un coût. Dormir au SAMU social, dormir dans d'autres maisons d'accueil, ce n'est pas gratuit, il y a des travailleurs sociaux, donc il y a un coût au sans-abrisme. Et déjà en soi, utiliser ces budgets pour pouvoir... et alors, évidemment, les 5-6 millions de mètres carrés vides
d'espaces publics vides ou privés et essayer éventuellement de convertir ça en studio et également ne pas proposer simplement une solution d'habitation, mais un réel accompagnement, parce que les violences que suscite la rue, c'est des années de reconstruction. Moi, j'ai pas mal de personnes, d'amis aujourd'hui qui sont devenus des amis et qui sont toujours à la rue, qui me disent, nous, on est en pièces détachées. Donc, il va falloir se reconstruire. Mais un studio ou un logement n'est pas suffisant dans le processus de reconstruction d'une personne sans abri. Mais il y a des compétences, il y a des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur savoir, notamment dans différentes structures d'accueil. Je pense au centre Ariane, je pense au centre Douche-Flux, je pense également à l'îlot, je pense au SAMU social, qui aujourd'hui, je pense également à Droit à un toit, qui mène un combat au niveau politique. Donc, toutes ces structures font un travail remarquable, il faut le souligner, et espérons qu'on ira vers un fin du sans-abrisme, mais en créant un consortium pour mener ce combat ensemble. Et non pas une seule association ou 2-3 associations qui revendiqueraient une soi-disant paternité ou maternité du projet, parce que ça c'est aussi un peu une affaire compliquée de vouloir se mettre en avant. Mais voilà, essayer de créer des compétences et de les réunir pour répondre à une simple question qui est « on veut un toit ». Point. Ouais. C'est pas... Merci Awatif, je vous ai entendu. J'ai noté plusieurs choses quand vous parlez de essayer de se fédérer, donc de se mettre autour de la table, toutes les associations. Est-ce que je peux aller plus loin et vous dire que l'objectif final doit être résilier toutes ces associations? Car si... Oui, je comprends, bien sûr. Vous voyez le rêve, c'est de ne plus avoir de public. Voilà. Je comprends. Voilà. Évidemment. Voilà, ça, c'est le rêve, qu'il n'y ait plus de public et que toutes ces associations n'existent plus, et puis que ces compétences, parce que évidemment, je pense à ces emplois de perdus, parce qu'il faut se le dire quand même, qu'il y a énormément d'emplois qui gravitent autour de la question du sans-abrisme, mais ces personnes se recycleront dans autre chose parce qu'elles ont des compétences, et puis nous avons besoin de ces personnes dans d'autres secteurs. Je suis sûre, on s'en remettra, mais vraiment à long terme, c'est de ne plus avoir de public. Exactement. Et qu'on n'existe plus. Mais avant ça, vous souhaitez quand même que les budgets qui sont là disponibles, qui sont utilisés, parce que vous dites le sans-abrisme, ça coûte énormément, vous souhaitez que les destinataires soient un peu repensés et que l'espace public et ou privé actuellement vide soit converti en, par exemple, studio, mais que l'habitation en soi n'est pas assez pour sortir des femmes du sans-abrisme. Donc il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement psychologique, bien entendu. Pas que. Il y a des services à côté qu'il va falloir apporter. Quand je dis des services, c'est plutôt un accompagnement humain dans différents secteurs. Bon, je ne suis pas psychologue, mais voilà, il y a des personnes compétentes pour. Mais forcément, nous, on a eu l'occasion, on a eu cette expérience-là, cette triste expérience d'avoir trouvé un logement à une personne sans abri qui n'a pas pu tenir le coup plus d'1 mois. Elle a quitté son domicile parce qu'elle se sentait enfermée. Oui, je vois, je comprends. Donc il y a un accompagnement à apporter, il y a une mise à jour à faire dans le fonctionnement et bien sûr il y a de l'espoir. Tout ça est possible. Ok, merci Awatif. Je vais revenir à une chose que vous avez dite là pour passer la parole à Maggie, parce qu'Awatif nous disait, comme on dit à Silicon Valley, you always start with why.
Donc le pourquoi du sans-abrisme, le pourquoi de la situation des femmes fragilisées, invisibilisées. Donc de nouveau, votre activité en soi est une solution, mais est-ce que avant de créer vos activités, vous avez essayé de comprendre, comme Awatif nous explique, pourquoi ces femmes-là se retrouvent dans la situation que vous essayez de remédier? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit précédemment, ça peut s'expliquer d'un point de vue historique. J'ai fait une étude qui démontrait en fait la nécessité entre la visibilité des femmes et la représentation politique de ces femmes. Parce que la citoyenneté qui est liée à la visibilité des femmes passe par cette représentation descriptive politique. Et en fait, les femmes, politiquement parlant, sont sous-représentées. Et le problème, c'est que tant qu'elles seront sous-représentées, des personnes continueront à parler à leur place, en leur nom, sans connaître leur réalité, comme le disait Thorne, notamment pour les femmes travailleuses de sexe. Le problème des féministes blanches, c'est qu'elles continuent à parler au nom des femmes, mais sans ces femmes directement concernées. Et c'est le problème de nos politiques. Il n'y a pas suffisamment de femmes qui représentent toutes les catégories des femmes sans papier, des femmes sans abri, des travailleuses de sexe, des femmes victimes de discriminations multiples, des femmes invalides. Toutes ces femmes-là, on ne retrouve pas suffisamment au sein du domaine politique et donc on continue à avoir des disparités et des écarts entre la réalité de ces femmes et ce que les politiques comprennent parce qu'ils sont un peu dissociés de ces réalités, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Et ça, c'est un réel premier problème qui peut expliquer aujourd'hui l'invisibilisation de ces femmes et le fait qu'il y ait des lois qui ne soient pas suffisamment protectrices et qui ne soient pas suffisamment adéquates pour régler cette situation. Une des solutions qui se trouve d'ailleurs dans d'autres pays comme le Brésil, c'est les quotas. On a mis les quotas en matière de genre, mais il faut aller un pas plus loin, je pense personnellement. Il faut aussi prendre en compte la dimension discrimination multiple et donc la dimension intersectionnelle. Parce que tant que nos lois ne prendront pas en compte cette dimension intersectionnelle, on ne pourra pas toucher pleinement la réalité des femmes. C'est-à-dire que, comme Atif et Thor l'ont dit, il y a des femmes qui sont victimes de discrimination multiples, qui ne sont pas juste des femmes. Elles sont aussi victimes du capitalisme, elles sont aussi victimes du sexisme et des stéréotypes liés au sexe, liés à cette notion de care à laquelle la femme est souvent renvoyée. Et donc, nos lois ne prennent pas en compte tout ça. Et tant qu'on ne mettra pas dans nos lois, comme le fait par exemple la Convention d'Istanbul, cette dimension multiple et cette intersectionnalité, on ne pourra pas aller vraiment en profondeur dans la démocratie et dans des lois nécessairement adéquates et efficaces. Une autre solution aussi, c'est de créer des espaces de sécurité, des safe space comme on l'a dit. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en tant que femme, on est violenté dans cette société. Et il faut bien se rendre compte que nous ne sommes pas victimes, en fait, nous sommes des résistantes. Parce que les inégalités entre hommes et femmes, c'est une des plus longues inégalités historiques. Et ces inégalités entraînent énormément de violence vis-à-vis de nous. Et comme l'a dit Atif, il suffit pas juste de créer des emplois ou de trouver des logements ou de donner des lois pour faire exister et donner un statut aux travailleuses de sexe. Il faut des espaces où elles se sentiront en sécurité. Il faut les accompagner mentalement. Et c'est pour ça, oui, mentalement et de manière donc personnelle aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé Dada's Club, parce que non seulement il y a cette dimension professionnelle et ces inégalités économiques et sociales, mais il y a aussi cet aspect personnel lié au traumatisme que nous vivons au quotidien en tant que femmes et qui font que pour se développer professionnellement, économiquement et donc régler les inégalités de ce point de vue-là, il faut aussi qu'on soit stable mentalement parlant et qu'on soit en bonne santé. C'est nécessaire. Et donc, il faut ces espaces de sécurité. On ne pourra pas guérir avec l'auteur, avec l'agresseur en face de nous. Et qui est l'agresseur? C'est la société, ce sont les hommes. Et donc,
nous demander de parler et d'exister uniquement avec ces agresseurs-là, c'est compliqué. On ne pourra pas pleinement guérir. C'est pour ça qu'il faut des espaces, des safe spaces, afin d'avoir des endroits où nous pourrons parler librement de ces traumas, et donc se libérer la parole, extérioriser dans des endroits safe. Waouh, Tout à fait. c'était presque un speech politique, hein? C'est parfait. Merci Maggie, merci. Tar, what I have Maggie is the question why we need first of all to accept that it's a historical inequality, and that it led to a multitude of discriminations, and this is not taken into consideration in our legal framework, and there's not even the space to talk about it and the consequences of ignoring the intersectional impact of these little daily micro aggressions, on top of the fact that women are not represented well enough to be visible. Means you need to space, or you need the opportunity to represent other women. All of this almost needs a transformation of our policies, of our urban policies. Now, in which way do you want to see urban policy evolve to further improve the living conditions of the women that we are talking about this evening? So to include more sex workers within urban decisions and the process of making the city and etc. With sex work, it's very, very complicated but it's still doable. But the main challenge is that sex workers is a very huge family, and there is a lot of different kind of members in it, and it's also very complicated sometimes to create a community through the community of sex workers, because there is a lot of other features in it, some things that someone else would not experience, something that I would not experience. And for example, just to make it clearer, but with the people I work in Brussels, when I think of the invisibilized, those invisibilized women, but not only women actually, it's the Nigerian woman who came to Europe quite recently. It's also the Belgian one who started to work 30 years ago, but are kind of left without anything nowadays, or almost anything. It's also the trans woman from Ecuador who work in Alhambra, the neighborhood of Alhambra. And I think it's interesting to focus on that neighborhood if we want to talk about the inclusion of sex workers within the process of making the city, because it's kind of shocking how a resistance and an organization has been built since quite a long time from residents to actually protest their presence within the neighborhood. And their presence is actually historical. They are there since a very long time. Like, yes, street sex work is present in this district since a very long time, and they are not included in the idea of gentrification, and they are an obstacle to gentrification and to this revanchist urban planning, which is this idea of
white middle class, family oriented, and poor-phobic and everything. So a lot of forums have been take place, but they never included sex workers in it. Are we surprised? No, not at all. No, we're not Not surprised. at all, I'm not surprised. But it's a bit of a pity because there is some examples where this kind of initiatives took place and actually included sex workers with policymakers, with urban planners, with the police as well. When I think of in Antwerp, for example, we can see that sex workers were more included in the debate because of the location of where it's actually take place, because it's quite central. It's between the old city center and the new city center. So there's an idea also of developing tourism through sex work. So it's not in a residential area. It's not in a residential area. But even this, if we think about the red light district, for example, which is also a residential area and also a sort of historical sex work district, it used to be possible. It used to be a coexistence and a solidarity also between a very different type of people. And now, things get very, very complicated within the red light district. And to me, the main tool is just to include and to put some initiatives of common debates between very different stakeholders, and also just the residents and the people that are using that space, basically, and see how those different use can be manageable together. Tore, that's quite interesting what you're saying, because we often have this idea of society as being an abstract white male policymaker. No, we are society. Everybody is society. And in the case of sex workers and the example you gave, the obstacle are the residents that won't accept that the activity of sex work was there before they understood or they considered that part of Brussels being nice to live in, which leads us to the question of participatory planning and participatory processes. We need to make sure that for every new urban project, we accept the current identity of a place, the current identity of a neighborhood, before trying to make it sort of a Disney World-ish nice living area for what you said, the middle class little family with children. Mm-hmm. So the invisibilization is not only through policy making, because policymakers also cater to the electoral base, meaning those residents, entre autres. Merci beaucoup, Tor. What we heard today is, in fact, a call for genuine inclusion. The position of invisibilized women cannot improve by just adding the gender accent to already established, already standardized urban practices and policies. It requires more representation, more participation to all processes leading to the conceptualization of urban policies. I really, really want to thank you, ladies, because this conversation, this talk has been extremely relevating for me, really interesting. We will continue this discussion online with the Women in Urbanism community. Our next event is going to be on Monday.
and perhaps also interesting for you, because we have invited Manon Brulard and Rachel Warniers and Jens Aerts to dive into the topic of the relevance of data, the why? Data in striving for more inclusion in urban policies, because we often talk about the gender gap, but in order to find solutions for the gender gap, we need to resolve the problem of data gap, because there's data all over the place, but we don't quite know how to put it all together to understand the why of certain problems. Thank you all very much. Thank you. Also to our audience following us through live stream. Encore une très très belle soirée. Een heel prettige avond en we zien elkaar terug volgende week maandag om 6 uur.